Les héros de Rio que sont Cheikh Salah Junior Cissé et Ruth Marie-Christelle Gbagui, vainqueurs respectivement de médailles d'or et de bronze en taekwondo, ainsi que les autres Ivoiriens participants à ces Jeux de Rio sont attendus ce samedi ici à Abidjan à 13h35 minutes. La 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique TICAD s'est ouverte ce samedi au centre de conférence Jomo Kenyatta de Nairobi au Kenya en présence du Premier ministre japonais Shinzo Abe, du président de la République Alassane Ouattara. Les électeurs gabonais ont commencé à voter ce samedi pour élire le président dans un scrutin à un seul tour, mettant aux prises de favoris le chef de l'État sortant Ali Bongo Ondimba et l'ancien président de la Commission de l'Union africaine Jean Ping. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Les héros de Rio que sont Cheikh Salah Junior Cissé et Ruth Marie-Christelle Gbagui, vainqueurs respectivement de médailles d'or et de bronze en taekwondo, ainsi que les autres Ivoiriens participants à ces Jeux. Les Jeux olympiques de Rio sont attendus ce samedi ici à Abidjan, tout à l'heure à 13h35 minutes. Ils seront accueillis dans la ferveur et la liesse populaire avec les 2 médailles en or et en bronze qu'ils ramènent à la Côte d'Ivoire. Nous sommes en direct avec notre reporter Sébastien Ouignet. Bonjour Sébastien, quelle est l'ambiance à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny? Voilà, merci à vous Alvaro Assa, ici à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Une très bonne ambiance. Vous savez que c'est la Fédération ivoirienne de taekwondo aujourd'hui qui est à l'honneur, mais on associe l'honneur aux autres fédérations qui pratiquent non seulement le karaté, mais toutes les fédérations sportives de Côte d'Ivoire. Parce que si c'est Cheikh Salah est monté sur le toit, il a remporté donc la médaille d'or, une médaille que la Côte d'Ivoire n'a jamais eue. Aujourd'hui, avec cette médaille d'or, Cissé Cheikh Salah vient de combler un vide depuis 1984 avec Gabriel Tiako. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Côte d'Ivoire a ces 3 médailles, avec Cissé Cheikh Salah l'or, avec Gabriel Tiako l'argent et avec Gbagui Ruth la médaille de bronze. C'est un très beau parcours. Alors aujourd'hui, ces athlètes seront célébrés, ils seront reçus ici à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. À leur arrivée, il y a le ministre d'État Bamba Cheikh Daniel qui est en place. Il y aura la présence effective du Premier ministre. Alors vous voyez que c'est un événement important. Eh bien, les athlètes seront donc reçus. Il y aura une conférence de presse sur place. Et ensuite, le cortège va se diriger au Palais des Sports de Treichville. Et au Palais des Sports de Treichville, il y aura toute la fête réservée aux athlètes qui ont participé à ces Jeux olympiques. On ne parlera pas que de taekwondo, mais on parlera également d'athlétisme, on parlera également d'escrime, on parlera également de judo, en tout cas on parlera de tir à l'arc. Toutes les fédérations présentes à ces Jeux olympiques qui auront marqué alors une fois encore la médaille d'or pour la Côte d'Ivoire. Tous les pays qui ont effectué le déplacement n'ont pas eu cette chance d'avoir cette médaille. Plus de 200 pays, la Côte d'Ivoire roule autour de 50 pays qui ont été honorés. Je pense qu'aujourd'hui, force est de reconnaître et de constater que ces athlètes méritent d'être en tout cas poussés très loin. Il faut les fêter, il faut leur dire merci pour ce qu'ils ont fait pour toute la Côte d'Ivoire. Alors Alvaro Assa, on ne va pas prendre tout votre temps. On vous situe qu'il y a une très bonne ambiance ici. Les taekwondo-in sont là avec le mouvement qu'ils ont appelé Magna Blanc. Eh bien, ces Magna Blancs sont autour de nous. Ils ont montré qu'ils sont là pour soutenir ces différents athlètes. C'est ici qu'on pourra s'arrêter et vous donner rendez-vous pour la suite du programme parce qu'il y aura un cortège et ensuite la grosse fête va se dérouler au Palais des Sports de Treichville.
Et à tout à l'heure. Donc, merci Sébastien Ognien de ne pas prendre justement tout notre temps. Et sachez tout simplement que les héros de Rio, que sont Cheikh Salah Junior Cissé et Ruth Marie-Christelle Gbagby, vainqueurs respectivement de médailles d'or et de bronze en taekwondo, ainsi que les autres Ivoiriens participants à ces Jeux olympiques. Les Jeux de Rio sont attendus ce samedi ici à Abidjan à 13h35 GMT. À tout à l'heure. Donc, nous allons parler d'autres choses et parlons de la sixième conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique TICAD qui s'est ouverte ce matin au centre de conférence Jomo Kenyatta de Nairobi au Kenya en présence du Premier ministre japonais Shinzo Abe, du président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, qui a fait une allocution dans laquelle il a félicité le Premier ministre Shinzo Abe pour l'intérêt qu'il porte à l'Afrique et pour sa contribution très appréciée à son développement. Le Japon qui a investi 32 milliards de dollars sur 5 ans pour le financement de projets sur le continent africain. Le président de la République, Alassane Ouattara, est donc au Kenya pour la 6e conférence nippo-africaine TICAD qui s'est ouverte ce samedi. En marge de cette cérémonie, il a reçu hier vendredi la visite de son homologue du Kenya, Uhuru Kenyatta, à l'hôtel Radisson Blu de Nairobi, la capitale kenyane, au centre des échanges, la coopération entre les deux pays. Le président Alassane Ouattara a eu également des échanges avec le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Envoyé spécial de RTI1 au Kenya, Abiba Dambele-Saoué. Pour la première fois, la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, la TICAD, est organisée sur le continent, à Nairobi, au Kenya. Ce grand rendez-vous, qui se tiendra désormais tous les 3 ans, va accueillir 6 000 participants venus de toute l'Afrique et du Japon et des représentants des organisations internationales, ainsi que des bailleurs de fonds. L'hôte officiel de l'événement, le président Uhuru Kenyatta, a échangé avec le président Alassane Ouattara ce vendredi matin. Une cinquantaine de chefs d'État sont attendus. 150 entreprises japonaises accompagnent le Premier ministre Shinzo Abe, qui a eu un entretien avec le président Alassane Ouattara au centre de conférence Jomo Kenyatta de Nairobi. Nous avons eu un entretien très fructueux avec le Premier ministre Shinzo Abe. Je sais qu'il est très attaché à développer les relations entre le Japon et la Côte d'Ivoire. La visite qu'il a effectuée en Côte d'Ivoire en janvier 2014, après la TICAD 5 à Yokohama. Et cette fois-ci, notre volonté commune, aussi bien avec la Côte d'Ivoire qu'avec le continent africain, c'est d'aller plus loin dans l'industrialisation et la diversification de nos économies. Et il m'a fait rencontrer également des chefs d'entreprise sur un certain nombre de projets, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine donc, de la transformation de nos produits, dans le domaine de l'eau potable, du gaz. Alors donc c'est dire que le potentiel d'investissement est très important en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et moi je m'en réjouis. Le Premier ministre et moi nous rencontrons régulièrement à l'occasion de réunions de l'Assemblée générale des Nations unies, mais également des sommets. Au centre de cette 6e TICAD, l'industrialisation du continent, l'amélioration des systèmes sanitaires et la promotion de la stabilité sociale face à la pauvreté et aux extrémismes. Abiba Dambele-Saoué, comme elle le disait à l'instant par rapport à la santé, la Banque mondiale et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont annoncé hier vendredi en marge de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique TICAD qui se tient ce samedi et demain dimanche à Nairobi des investissements de 24 milliards de dollars, soit 13 650 milliards de francs CFA en Afrique sur les 3 à 5 prochaines années afin d'aider à la réforme des systèmes de soins de santé du continent, le continent africain, bien sûr.
Les électeurs gabonais ont commencé à voter ce samedi pour élire le président dans un scrutin à un seul tour, mettant aux prises deux favoris, le chef de l'État sortant Ali Bongo Ondimba et l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. Nous sommes en direct avec notre envoyé spécial de RTI1 au Gabon, Thomas Guessambi, qui suit cette élection pour RTI1. Pour vous, bien sûr. Bonjour, Thomas Guessambi. Bonjour. Thomas, est-ce qu'il y a de l'affluence dans les bureaux de vote pour cette élection présidentielle? Oui, parce que vous le savez aussi bien que moi que ce scrutin-là est assez particulier dans la vie politique gabonaise. C'est une des premières fois en Afrique et voire au Gabon qu'un opposant principal challenger a aussi reçu le soutien des autres opposants. Donc nous sommes dans le cas de figure où les électeurs sont sortis massivement pour aller départager ce qu'on appelait les deux favoris de cette élection présidentielle gabonaise de 2016. Je dois dire que dans tous les centres que nous avons pu visiter, que ce soit en zone Cap à Akanda, que ce soit au Guédé, au quartier 9 étages, le quartier présidentiel, que ce soit au PK9, le Lisson de Léomba, les Gabonais sont sortis massivement pour aller opérer leur choix. Oui, Thomas Guessambi, est-ce que les candidats Ali Bongo Ondimba, le président sortant, et le candidat Jean Ping, qui a reçu le soutien de l'opposition, est-ce qu'ils ont voté en votre présence? Oui, alors le premier, le principal challenger, Jean Ping, lui a voté dans son arrondissement, là où se trouve sa résidence. Il a voté à l'école Martine Oulabou à 10h. Quand le président sortant candidat à sa propre succession, Ali Bongo Ondimba, lui a voté à 11h30 à l'école urbaine du centre non loin du palais présidentiel. Oui, alors Thomas Guessambi, est-ce que vous avez des informations sur Port-Gentil, qui, nous dit-on, est le bastion de l'opposition? Vous savez qu'en pareille circonstance, c'est par réseau qu'on travaille. Nous sommes certes à la capitale, à Libreville, mais nous travaillons de concert avec, nous échangeons avec des observateurs. Vous aurez l'opportunité de voir les images que nous avons fixées sur les observateurs de l'Union européenne, les observateurs de l'Union africaine, des observateurs de la CEDEAO, bref, le monde des observateurs. Et dans nos échanges, rien n'a signalé comme empêchement, comme obstacle globalement. Les élections, que ce soit à l'intérieur du pays comme à la capitale, se déroulent à l'heure où je vous parle dans de bonnes conditions. Seulement qu'on peut peut-être relever, et ça ce n'est pas propre à la présidentielle gabonaise de 2016, les questions d'ouverture pour les scrutins, peut-être qui étaient prévues à 7h, l'ouverture de bureaux de vote. Quelques bureaux de vote ont dû ouvrir avec un peu plus de retard. Mais les Gabonais que nous avons interrogés ne s'en sont pas plaints, n'ont pas trouvé à redire en matière d'empêchement de vote, de fraude. Toujours est-il que dans la discipline, ils savent ce qu'ils ont à faire, aller opérer leur choix et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, aucune partie ne nous a encore saisi, n'a saisi les observateurs aussi pour leur dire qu'il y a des cas d'empêchement de vote, de troubles. Donc, à l'heure où je vous parle, alors, nous observons un scrutin calme dans l'ensemble qui se déroule. Alors, Thomas, vous disiez à l'instant un scrutin calme, il n'y a pas d'incident. À l'heure où vous nous parlez, Thomas Guessambi. Alors, ce que nous pouvons retenir, alors, Thomas Guessambi, c'est la campagne, justement, lors de cette campagne, il y a eu un déchaînement de passion. Je n'ai pas bien saisi la fin de votre phrase. Oui, il y a un déchaînement, il y a eu la passion, une passion qui s'est déchaînée lors de la campagne présidentielle avant justement ce jour, avant ce samedi pour cette élection présidentielle. Et jusque-là, il n'y a pas d'incident. C'est à saluer. Oui, Alvor, je peux vous dire que vu les enjeux, vu
ce niveau de sollicitation du peuple gabonais. Naturellement, il y a eu des passions, mais ça c'est propre à ce genre de compétition. Mais cela dit, cela n'a pas soulevé les Gabonais les uns contre les autres. Naturellement, Ali Bongo, qui pour lui, avec son slogan « Changeons ensemble », veut donner une autre dimension au développement, à l'émergence du peuple gabonais, là où son principal challenger, lui, parle plutôt de mettre le Gabon à l'abri, de mettre le Gabon à l'abri du besoin et à l'abri de la peur. Donc, ce que nous avons comme, quelqu'un pourrait le dire, à la guerre comme à la guerre, moi je dis à la campagne comme à la campagne. Chacun a pu dire ce qu'il voulait dire, sans doute ce que ces militants et sympathisants voulaient entendre, mais tout s'est fait dans l'esprit, sans doute, de séduire les électeurs pour voter pour son projet. Mais je dois dire qu'à côté de tous ces propos qui ont été par moments virulents, durs, vous suivez aussi les élections américaines. Vous savez que les pics s'invitent très souvent dans les meetings. Donc au Gabon aussi, il y a eu sans doute des pics, mais le peuple gabonais reste le maître du jeu. C'est lui qui doit décider, c'est ce qu'il est en train de faire depuis ce matin. Et le peuple gabonais va décider. Thomas Guessambi est notre envoyé spécial au Gabon pour suivre cette élection présidentielle. Et nous allons revenir en Côte d'Ivoire pour parler de la coopération allemande qui a mis en œuvre un programme de renforcement des capacités de la police nationale. Cela a permis de mettre en place un logiciel de gestion des ressources humaines de la police ivoirienne. Perpétuellement, Marie-Laure Ngoran. Trouver les profils des agents de la police et leurs besoins en formation ou gestion de carrière est désormais possible avec ce nouveau logiciel de gestion des ressources humaines. Le logiciel élaboré par la coopération allemande vise à renforcer les capacités de la police nationale. On a mis en place un logiciel qui est adapté aux besoins d'aujourd'hui de la police. Ça veut dire avec un logiciel moderne qui est aussi ouvert à toutes nouvelles fonctions imaginables, qui permet à la direction du personnel d'être très efficace et surtout qui permet à la direction du personnel comme au ministère de l'Intérieur dans cas d'un besoin de vite repérer où se trouve son personnel. Avec ce nouveau logiciel, la police sera mieux outillée et plus performante sur le terrain. Aujourd'hui, au lieu d'aller faire de façon manuelle les recherches des individus malades, la recherche des hommes absents, la recherche des hommes en congé, aujourd'hui à partir du logiciel, on a ça en temps réel. Tout est déjà prêt, le logiciel est opérationnel. Nous avons consulté, nous avons expérimenté et nous pensons qu'aujourd'hui tout est fin prêt. Depuis 2008, la coopération allemande soutient la police nationale dans la formation de base et la formation continue. La mise en œuvre de ce logiciel a été financée à hauteur de 100 millions de francs CFA par la coopération allemande. Et parlons maintenant de la première édition du Salon de la photographie africaine, l'art de la photo dans tous ses états. Et c'est avec notre confrère Franck Kouadio. Regardez. Créer l'image par l'action de la lumière, l'essence même de la photographie. Mais s'improviser photographe ou le faire en professionnel, une question de passion. Dehors des cours, je fais de la photographie dans les lycées et collèges parce que c'est pas ça que j'ai commencé depuis la classe de 4e. Une passion exprimée à travers le premier salon de la photographie africaine. Ce salon vise beaucoup de choses. Déjà, mettre le projecteur sur les anciens et ensuite la nouvelle génération, leur donner des outils pour mieux les armer à bien faire ce travail qui est la photographie. Un lien entre différentes générations de photographes, mais surtout réunir passionnés venus d'ici et d'ailleurs. Ce n'était pas décidé au départ. Donc pour moi, c'était de faire de la photo et qu'on ne me reconnaisse pas et que je ne sois pas vue comme je suis, mais je voulais montrer ce que j'avais à l'intérieur de moi. Photoreportage, photomontage, raconter une histoire, immortaliser des tranches de vie, la musique avec Baye Blésiri Camille, ancien journaliste, ou encore l'audiovisuel avec le groupe RTI. La photographie, lettre d'or acquise avec la pellicule, aujourd'hui confrontée à l'ère du numérique.
Le plus difficile, je pense que c'est pour les photographes de studio, parce qu'ils ont énormément de taxes, ils ont la patente à payer et le travail est souvent volé par les ambulants. Aujourd'hui, ils s'en vont dans les cybercafés pour aller tirer les photos numériques. Quand ils viennent chez toi, tu dis le prix de la photographie. On dit non, l'autre côté, je fais à 300, je fais à 200. Pourtant, la photographie n'est pas à 200 et à 300. C'est les ordinateurs qui gâtent les prix des photos. Donc aujourd'hui, nous voulons qu'on structure la photographie et qu'on nous aide. L'appel est entendu. Nous venons de créer une nouvelle direction qui s'occupe de tout ce qui est art graphique et art visuel, dont la photo. Nous aurons maintenant au niveau central, au niveau institutionnel, une réponse très précise à ce secteur. Le premier salon de la photographie africaine, 3 jours de lumière et de couleurs, a débuté le jeudi 25 août. Franck Kouadio, tout à fait autre chose à présent. La Côte d'Ivoire consomme plus de 350 000 tonnes de poissons par an. Une partie de ces poissons provient de la pêche artisanale et industrielle, mais parce que mal conservés, 30% de captures n'arrivent pas dans l'assiette du consommateur. Le poisson, de la pêche jusqu'à l'assiette du consommateur, c'est très souvent qu'une bonne partie de la production part en déperdition. En Côte d'Ivoire, ces pertes sont importantes. L'expérience a montré que ce sont plus de 30% de poissons pêchés qui ne viennent pas à la consommation, faute de conservation. 30% de pertes post-capture dues essentiellement aux mauvaises conditions de débarquement et de conservation des produits de la pêche. Pour comprendre cette situation, rendons-nous au port de pêche d'Abidjan. Ici, le décor n'est pas reluisant. Des installations dépassées et un environnement malsain nous accueillent. Le poisson, ce produit qui recommande beaucoup de délicatesse, est traité selon des usages qui ne lui garantissent aucune qualité une fois sur le marché. Il y a des bateaux qui peuvent faire moins 3 jours sous l'eau. Mais quand ça vient, il y en a qui sont gâtés. Ce qui est gâté là-bas, ça se retourne. Mais ce qui est bon, on nous donne et on s'en va vendre. C'est le bateau là, il prend glace avant d'aller à la mer. Ce qui est fait, c'est que le bateau n'a pas pris glace beaucoup. Et puis peut-être il peut venir au Yodi. On est allé là, il fait tard, donc on n'a qu'à garder demain pour débarquer. Donc c'est ça qui vient que ça devient fatigué là. Ces protéines halieutiques destinées à la vente et à la consommation ne bénéficient d'aucun soin. Fugitivement, notre caméra a pu capter des images saisissantes avant que les responsables voient d'un mauvais œil cette présence gênante. Qu'à cela ne tienne, nous avons réussi à soutirer quelques informations en caméra cachée. Dans quelles conditions le poisson sort du bateau, il est manipulé, il est trop manipulé par les gens qui font la manipulation. C'est déplorable de présenter ça, en tout cas, selon nous, c'est moyen. Parce que les conditions dans lesquelles nous travaillons, c'est dans la précarité. C'est à la fois une injure même à votre intelligence humaine. Oui, on peut le dire, le traitement infligé aux poissons au port de pêche constitue un réel danger pour la santé des populations. Le village-quartier d'Abobo-Doumé abrite un des plus grands sites du district d'Abidjan où pêcheurs et marailleuses mènent leurs activités. Ici également, la problématique de la conservation du poisson se pose avec acuité. Il vous suffit de regarder derrière moi pour voir les moyens de conservation de ces poissons. Elles ont des vieux frigos. Donc, l'insuffisance à l'absence de moyens est un problème. Vous savez, un poisson, c'est une denrée qui est extrêmement périssable. Il suffit d'une seule heure sous la chaleur pour que votre produit se détériore. Les pertes post-capture constituent un véritable drame pour les acteurs du secteur. Une étude menée sur 4 sites dans les villes d'Abidjan, Grand Laou et Guessabo a permis d'en mesurer l'ampleur. Sur les 4 sites de ce projet pilote, annuellement, c'est au moins 7 milliards de francs CFA qui sont perdus. Donc à la fois, c'est un drame pour le consommateur ivoirien parce que c'est du poisson qui n'atteint pas le consommateur. C'est un drame pour les acteurs parce que c'est des revenus
en moins pour ces acteurs quand on sait l'état de pauvreté dans lequel vivent ces acteurs. Un déficit énorme et des pertes qui vont continuer de s'accroître tant que les conditions ne changeront pas. Les eaux, quant à elles, soumises quotidiennement aux assauts des pêcheurs, se dépeuplent. Les ressources du pays s'amenuisent de jour en jour. Au grand mot, les grands remèdes. Le ministère des Ressources animales et halieutiques a décidé de réagir pour réduire au maximum ces pertes et mettre un terme à ce gâchis. Le Japon nous octroie 13 milliards pour mettre en place un débarcadère pour permettre donc à nos marailleurs vraiment d'avoir à conserver le poisson. Nous avons avec la FAO mis en place un système de conservation de poissons par le fait de fumage amélioré. Les femmes aujourd'hui sont très satisfaites. À Bobo-Doumé, des marailleuses, une trentaine réunies en coopérative, bénéficient d'un four amélioré. Nous, on a reçu d'abord le projet pilote. Si nous avions le poisson qui arrive en bon état, il fumait dans ce fumoir-là, il nous sort du poisson de qualité. Et nous espérons que dans les jours à venir, ou bien dans les années à venir, que quelque chose soit fait pour que la plus grande partie des femmes qui sont de l'autre côté puissent aussi bénéficier de ces fours. Des efforts doivent être davantage déployés pour freiner ce phénomène. Comme l'a souligné le ministre, il est économiquement dangereux de faire de la pêche sans moyen de conservation sûr. Cette affirmation à elle seule témoigne de l'urgence de la situation face à des pratiques désuètes qui mettent à mal les potentialités de la Côte d'Ivoire en ressources halieutiques.